5 hommes de la même famille. L'un après l'autre, ils ont détruit mon enfance, mon corps et mon espoir de vivre. Quand j'ai crié à l'aide, on m'a dit que je mentais. Ma mère a détourné le regard. L'école a fait semblant de ne pas entendre. Et le voisinage m'a jugé. On m'a accusé d'avoir tout inventé. Mais chaque douleur, chaque détail, chaque larme que j'ai retenue pendant des années était réelle. Et maintenant, le cœur fatigué, mais la voix ferme, j'ai décidé de raconter. Avant de vous raconter tout ce qui m'est arrivé, puis-je vous demander quelque chose? Commentez d'où vous me regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Et si cette histoire touche votre cœur, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Parce que peut-être, celle qui a besoin de cette vérité est juste à côté de vous. Je n'étais pas une fille turbulente. J'ai toujours été calme, discrète, avec un regard un peu perdu et les pieds nus dans la maison. Je me souviens que j'aimais rester dans le jardin, jouer avec la terre, dessiner avec mon doigt sur le sol, attendant la nuit pour, qui sait, rêver d'un autre endroit. Un endroit où personne ne me toucherait sans permission, où personne ne me traiterait de menteuse pour avoir dit la vérité. Mais ça, c'était bien plus tard. À 10 ans, je ne savais déjà plus ce qu'était la sécurité. Je vivais avec ma mère, mon beau-père et sa famille. Beaucoup de monde dans une petite maison. Et au milieu de tout cela, j'étais ce qui restait d'une ancienne relation de ma mère, qu'elle disait regretter. « Tu as été une erreur », m'a-t-elle dit une fois. J'ai fait semblant de ne pas entendre. Mais j'ai entendu. Et je n'ai jamais oublié. Le premier à me toucher fut le frère aîné de mon beau-père. Il vivait avec nous depuis peu. Il est arrivé avec ce discours de « je vais aider la famille », mais ce qu'il voulait vraiment, c'était envahir la mienne. Ça a commencé par des regards, puis des compliments qui semblaient trop doux. « Tu deviens une jeune fille », disait-il, et je baissais simplement la tête. Un soir, alors que ma mère lavait le linge dehors, il est entré dans la chambre où je faisais mes devoirs et a fermé la porte. Je me souviens du bruit de la poignée. Je me souviens de sa respiration derrière moi. Je me souviens de ses mains sales passant sur ma nuque, comme s'il en avait tous les droits. Quand il a terminé, il a dit « Reste tranquille. Si tu le dis, personne ne te croira. » Et je suis restée tranquille. Non pas parce que je l'ai cru, mais parce que je n'avais nulle part où fuir. La deuxième fois, c'était avec son neveu. Le garçon avait seulement 4 ans de plus que moi, mais il regardait déjà avec le même regard sale que son oncle. Il me suivait dans la maison, me coinçait dans le couloir, faisait semblant de jouer quand quelqu'un apparaissait. Et lors d'une de ces occasions, dans la salle de bain, il m'a piégé. Il a serré mon bras, m'a chuchoté des choses que je ne comprenais pas, mais qui m'ont donné envie de disparaître. Quand j'en ai parlé à ma mère, en pleurant, elle a dit « C'est dans ta tête. Tu inventes des choses. » Elle n'a même pas regardé dans mes yeux. Elle ne m'a pas demandé d'expliquer. Elle m'a juste dit d'arrêter, que les gens penseraient que j'étais déséquilibrée. C'est là que j'ai vraiment commencé à me taire. Mais les autres sont venus. Et avec eux, plus de silence. Le cousin aîné, qui prétendait être mon frère, a commencé à se coucher près de moi pendant la nuit. Il glissait sa main sous ma couverture, disant qu'il voulait juste de l'affection. Je me figeais. Je me réveillais trempé de sueur, le corps douloureux, le cœur voulant sortir par la bouche. Mais je continuais, parce que personne ne voulait entendre. Puis est venu le beau-frère de mon beau-père. On disait que c'était un homme bien, travailleur, chrétien, marié. Mais au fond de la cuisine, quand il me demandait de l'aider à chercher du bois, c'est là qu'il me plaquait contre le mur, qu'il enfonçait ses doigts entre mes jambes, qu'il disait « Tu devrais te sentir spécial ». Je me sentais comme un déchet. À 14 ans, je n'étais plus une fillette, j'étais une cicatrice ambulante. Je portais dans mon regard le poids de tout ce que les autres avaient jeté sur moi. Et puis est venu le dernier, le plus effrayant, mon beau-père.
l'homme qui dormait à côté de ma mère, qui m'appelait sa fille devant les autres, qui disait qu'il m'apprendrait à être une femme. C'était sur le canapé du salon, une nuit où ma mère était partie s'occuper de sa grand-mère malade. Je suis restée seule avec lui. Il s'est approché lentement, a allumé la télévision à faible volume, s'est assis à côté de moi et a posé sa main sur ma cuisse. « Tu es grande maintenant. Tu sais que c'est normal, a-t-il dit. J'ai pleuré sans bruit. Quand il a terminé, il a laissé 50 € sur la table. « Achète-toi quelque chose de joli, a-t-il dit. » À ce moment-là, je ne savais pas ce qui faisait le plus mal, le corps ou l'âme. Je suis allée voir ma mère. Pour la dernière fois, j'ai essayé de crier à l'aide. J'ai tout dit, sur tous. J'ai raconté comment chacun d'eux m'avait touchée. J'ai dit que je n'en pouvais plus. Elle m'a regardée comme si j'étais une étrangère. « Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu veux détruire ma famille? » « Ils m'ont fait mal, maman. »« Non. C'est toi qui me fais mal. Ça suffit. Tu veux juste attirer l'attention. » Et elle m'a frappée, devant les autres. Elle m'a traitée d'ingrate, de menteuse, de maudite. Après cela, je n'ai plus essayé. Je me suis enfuie, l'âme déchirée, le corps fatigué. Je me suis retrouvée dans la rue. J'ai dormi sur des bancs publics, mangé des restes, jusqu'à ce qu'une femme me trouve. Madame Thérèse, une dame simple qui vendait des gâteaux au marché. Elle m'a donné du pain. Elle m'a offert un bain. Elle m'a écouté. Elle m'a cru. C'est avec elle que j'ai pu porter plainte. Avec elle que j'ai pu recevoir des soins, un suivi. Avec elle que j'ai commencé à me voir à nouveau dans le miroir, sans dégoût. Aujourd'hui, après tant d'années, je raconte cette histoire. Parce qu'il y a encore des filles qui vivent cela en silence. Parce qu'il y a encore des mères qui ne veulent pas voir. Parce qu'il y a encore des gens qui préfèrent protéger le nom de la famille plutôt que le corps d'une fille. Et parce que je sais, on m'a traitée de menteuse, mais la vérité ne m'a jamais quittée. Après que Madame Thérèse m'ait accueillie, mon corps a mis du temps à comprendre qu'il était en sécurité. Je me réveillais en sursaut. Je tremblais quand quelqu'un parlait fort. Je me recroquevillais chaque fois qu'un homme s'approchait. Elle le remarquait. Au début, elle ne posait pas trop de questions. Elle disait simplement, avec sa manière calme, « Ici, tu n'as pas besoin d'avoir peur, ma fille. Ici, tu peux simplement exister. » Et pour la première fois, j'ai commencé à exister. Elle habitait dans une petite maison simple mais pleine de couleurs. Il y avait des rideaux fleuris, une odeur de lavande et un petit autel improvisé avec un chapelet, une bougie et une photographie d'une jeune femme que j'ai découvert plus tard être sa fille, décédée à 17 ans. « Le monde a aussi été cruel avec ma petite », m'a-t-elle dit un soir. Et j'ai compris que, dans ce foyer fait de morceaux assemblés, il y avait de la place pour la douleur, mais aussi de la place pour la guérison. Thérèse m'a emmenée au centre médical. Elle a obtenu un rendez-vous avec une psychologue du quartier, une jeune femme nommée Émilie. Lors de la première consultation, j'ai à peine pu parler. Je me suis bloquée. Émilie n'a pas insisté. Elle m'a offert une feuille blanche et un stylo. « Écris ce que tu veux, même si c'est juste pour insulter le monde, » a-t-elle dit. Et j'ai écrit. J'ai écrit pendant des heures, des jours, des semaines. J'ai rempli des cahiers, des mots tordus, de la colère déchirante, des souvenirs épars. C'était comme si tout ce qui avait été avalé pendant des années explosait maintenant. Et Émilie lisait chaque ligne avec attention, sans m'interrompre. Et quand elle terminait, elle disait simplement « Tu es très courageuse ». Personne ne m'avait jamais appelée ainsi. J'ai commencé à aider Thérèse au marché. Je portais des caisses, j'emballais des gâteaux, je souriais aux clients. Encore timidement. Mais je souriais. Et à chaque pièce reçue, je sentais un petit morceau de dignité se reconstruire. J'ai commencé à économiser. Je voulais avoir un coin à moi, un endroit où personne ne me toucherait jamais sans mon consentement, où je pourrais dormir sans peur. Émilie m'a encouragée à retourner à l'école.
tu as du talent pour l'écriture. As-tu déjà pensé à devenir professeur? J'ai ri sur le moment. Professeur, moi, qui savais à peine parler à voix haute. Mais quelque chose dans sa question est resté en écho. J'ai commencé à y croire, même si ce n'était qu'un peu. Je me suis inscrite à un cours pour adultes. Au début, j'avais peur des regards, des questions. Mais bientôt, je me suis retrouvée parmi d'autres femmes qui avaient aussi des histoires brisées. L'une avait perdu son fils, une autre, son mari, une autre, l'espoir, et parmi elles, j'ai réalisé. Je n'étais pas la seule à avoir été brisée, mais peut-être étais-je l'une des rares à essayer de se reconstruire. Peu à peu, j'ai commencé à me relever. J'ai porté plainte contre les 5 hommes, un par un. Je suis allée au commissariat avec l'aide d'Émilie et d'une assistante sociale nommée Lucie. La première policière qui m'a reçue a froncé le nez quand elle a entendu que les faits s'étaient reproduits des années auparavant. « Ce sera difficile à prouver, vous savez, » a-t-elle dit, « surtout sans témoin. » Mais Lucie a été ferme. « Nous ne sommes pas ici par curiosité. Nous sommes ici pour faire justice. » Le processus a été lent, douloureux, traînant. J'ai dû tout raconter à nouveau. Des détails que je voulais oublier. Je me suis souvenu des odeurs, des touches, des phrases chuchotées dans l'obscurité. J'ai tout vomi. Parce que j'ai compris que le silence, maintenant, ne me protégerait plus et que je ne devais pas protéger ceux qui m'avaient blessé. Certains ont ri lors de l'audience. Ils ont dit que je voulais me faire remarquer, que j'étais dissolue depuis l'enfance, que j'inventais, que j'essayais de salir le nom de la famille. Et c'est là que j'ai compris. Le monde préfère protéger les agresseurs plutôt que d'écouter les victimes. Mais j'ai parlé. J'ai parlé jusqu'à ce que ma voix me fasse mal. J'ai parlé jusqu'à ce que le juge baisse les yeux de honte. J'ai parlé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus faire semblant de ne pas entendre. 2 d'entre eux ont été emprisonnés. Un s'est enfui. Les autres sont restés libres, mais n'ont plus pu relever la tête dans le quartier. La vérité, quand elle trouve un écho, fait du bruit. Je suis retournée chez Madame Thérèse avec l'âme fatiguée. Elle m'attendait avec une soupe et une étreinte. Maintenant commence le plus difficile. Continuez, a-t-elle dit. Et ce fut le cas. Continuer fait mal, parce que la douleur, même reconnue, palpite encore. Les souvenirs ne disparaissent pas. Le corps se souvient, mais en même temps, j'ai commencé à me voir avec d'autres yeux, non plus comme une fille utilisée, mais comme une femme en construction. J'ai commencé à écrire des chroniques, de petites histoires basées sur mon parcours. Émilie m'a encouragée à participer à un concours littéraire de l'école. J'ai écrit un texte intitulé « Le jour où on m'a traitée de menteuse ». J'ai obtenu la 3e place. J'ai reçu un certificat. Et plus que cela, j'ai reçu des applaudissements. Pour la première fois, quelqu'un applaudissait ma douleur transformée en mots. À 18 ans, j'ai obtenu un stage dans un centre culturel du quartier. J'aidais aux ateliers d'écriture créative. C'étaient des enfants et des adolescents. Beaucoup avec des yeux effrayés comme les miens des années auparavant. L'une d'elles, appelée Marie, m'a dit « Quand vous lisez vos textes, c'est comme si vous lisiez mes pensées. » J'ai retenu mes larmes parce que j'ai réalisé que, sans le vouloir, je devenais ce dont j'avais besoin autrefois. Quelqu'un qui écoute, qui croit, qui accueille. Thérèse m'a accompagnée en tout. Elle était ma grand-mère d'âme. Elle m'a aidé à louer une petite chambre à moi. Elle m'a donné des torchons, une casserole, une cuillère en bois. Et elle a dit « Maintenant, tu vas apprendre à prendre soin de toi. Mais quand tu voudras un câlin, ma porte est toujours ouverte. » Dans les années qui ont suivi, j'ai terminé mes études. Je suis entrée à l'université avec une bourse. J'ai commencé à donner des ateliers dans des écoles publiques. Mon nom a commencé à circuler. Mon texte a commencé à être lu. Et mon histoire, qu'on avait un jour essayé d'enterrer, est devenue un drapeau. Aujourd'hui, je suis invitée à parler dans des endroits où, auparavant, je ne pouvais même pas entrer. Je donne des conférences dans des centres d'accueil. Je visite des foyers
Je coordonne des groupes d'écoute pour femmes et dans chaque visage que je rencontre, je me vois moi-même. La fille qui n'avait pas de voix, mais qui a appris à crier en écrivant. Et quand quelqu'un me demande « Mais comment avez-vous supporté tout cela ?» Je respire profondément et je réponds « Je n'ai pas supporté, j'ai survécu. Et ensuite, j'ai décidé de vivre. » Mais vivre pour quelqu'un qui a traversé la douleur que j'ai traversée n'est pas un acte simple. C'est un choix quotidien. Une bataille silencieuse entre ce dont vous vous souvenez et ce que vous voulez construire. Chaque pas est lourd. Chaque sourire doit être réappris. Et chaque geste de tendresse, aussi petit soit-il, nécessite une permission pour entrer. Au début, c'était étrange de sourire sans culpabilité. Cela semblait trahir la fillette que j'avais été, trahir la douleur qui m'habitait encore. Mais avec le temps, j'ai compris que sourire n'effaçait rien. Cela montrait simplement que j'essayais, et continuer d'essayer, c'était déjà une victoire. À l'université, je marchais à petits pas, sac à dos lourd et regard vigilant. Le monde me semblait encore dangereux, mais j'ai appris à marcher avec ma peur malgré tout. J'étudiais les lettres, je voulais comprendre les mots qui m'avaient manqué dans mon enfance. Je voulais nommer ce qu'on m'avait fait, nommer ce que je ressentais, nommer l'espoir qui renaissait en moi. C'est là, entre les livres et les couloirs étroits, que j'ai rencontré Sophie. Elle aussi était boursière. Elle travaillait dans un supermarché la journée et étudiait le soir. Nous avions beaucoup en commun, et c'est peut-être pour cela que nous nous sommes rapidement rapprochés. Un jour, pendant la pause, elle m'a demandé « Pourquoi écris-tu autant ?» J'ai souri. Parce que quand j'écris, personne ne m'interrompt. Elle m'a regardé quelques secondes, puis a dit « Je veux lire ce que tu écris. » Je lui ai montré mes textes. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle se voyait dans chaque ligne. Et ce jour-là, pour la première fois, quelqu'un m'a dit « Tu dois publier ça ». C'est elle qui m'a aidé à créer mon premier blog. Il s'appelait « Vérité murmurée ». C'était un espace où je publiais mes récits, mes chroniques, mes lettres jamais envoyées. Au début, il y avait peu de lecteurs, mais rapidement les visites ont commencé à augmenter. J'ai reçu des messages de jeunes filles de toute la France. Certaines disaient qu'elles n'avaient jamais parlé à personne. D'autres qu'elles essayaient d'oublier, toutes me remerciant de donner une voix à ce qu'elles ne parvenaient pas à exprimer. C'est alors que j'ai compris que mon histoire n'était pas seulement la mienne. Elle appartenait à beaucoup d'autres. J'ai commencé à recevoir des invitations pour des cercles de parole. Au début, j'y allais en tremblant, les mains moites, la voix nouée. Mais j'y allais. Je m'asseyais devant 20, 30, parfois 50 femmes. Et je racontais. Je racontais le cœur sur la main, sans embellir. Je racontais comment j'avais fui, comment j'avais été accueillie, comment j'avais porté plainte. Et dans chaque visage, je voyais le reflet de ma douleur. Un jour, dans un foyer à Lyon, après avoir raconté mon histoire, une adolescente de 16 ans est venue me voir. Elle était enceinte, avait été chassée de chez elle après avoir dénoncé son propre oncle. Elle m'a serré dans ses bras et a murmuré « Je croyais que j'avais tort. Mais maintenant, je pense que c'était du courage. » Je l'ai serré fort parce que c'était exactement ça, du courage. J'ai décidé de transformer le blog en un projet plus ambitieux. Avec l'aide de Sophie et d'autres bénévoles, nous avons fondé un collectif appelé Graines de Voix. Notre objectif était simple, écouter, accueillir, orienter. Nous avons commencé à proposer des ateliers d'écriture thérapeutique, des groupes de soutien, des consultations psychologiques avec des professionnels bénévoles. Nous avons loué une petite salle en centre-ville. La peinture était défraîchie, le canapé un peu affaissé, mais à l'intérieur, il y avait une véritable écoute. Peu à peu, le collectif s'est développé. Nous avons créé un guide pour les écoles, enseignant aux professeurs à reconnaître les signes d'abus.
nous avons établi des partenariats avec les services de protection de l'enfance, les centres communaux d'action sociale, les institutions religieuses prêtes à écouter. Et partout où j'allais, j'emportais mon histoire. Non pas comme un étendard de douleur, mais comme la preuve qu'il est possible de continuer. Mais tout n'a pas été facile. Des attaques ont commencé à surgir. Des gens qui disaient que je mentais, que c'était de l'opportunisme, que si c'était vrai, elle serait morte ou se serait suicidée. J'ai reçu des menaces anonymes. Une fois, j'ai trouvé des graffitis sur le mur du collectif. Menteuse, qui ment détruit des familles, retourne aux ordures. J'ai pleuré, j'étais en colère, j'ai voulu disparaître. Mais alors j'ai reçu une lettre. Elle venait d'une jeune femme nommée Aurélie de Strasbourg. J'ai lu votre blog par hasard. Au début, j'étais en colère. Vous disiez tout ce que je cachais même à moi-même. Mais ensuite, j'y suis retournée. Un texte par jour. Aujourd'hui, j'ai trouvé le courage de dire à ma mère ce que mon beau-père me faisait depuis mes 8 ans. Elle m'a cru. Et nous sommes allés ensemble au commissariat. Vous avez sauvé ma vie. J'ai gardé cette lettre. Et j'ai compris que, malgré toutes les tentatives pour me faire taire, ma voix était devenue celle de nombreuses autres. J'ai continué. J'ai commencé à donner des conférences dans des universités. J'ai reçu des prix, des hommages, des mentions, mais rien ne se comparait au fait de regarder dans les yeux une fille de 13 ans et de lui dire « Je te crois ». Un jour, lors d'une interview pour une émission de télévision, la journaliste m'a demandé « Que diriez-vous aujourd'hui à votre mère si elle vous écoutait ?» Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai dit que j'avais besoin d'une étreinte, pas d'un jugement. L'émission a été diffusée. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel. C'était ma mère. Elle pleurait. Elle a dit qu'elle avait vu l'interview, qu'elle avait pensé à éteindre, mais qu'elle était restée, qu'elle avait tout écouté. Et pour la première fois en de nombreuses années, elle a dit « Je t'ai laissée seule. » Et cela n'a pas d'excuse. Nous avons parlé. Avec douleur, avec des pauses, avec des blessures ouvertes. Mais nous avons parlé. Elle a demandé à me voir. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café simple. Elle est arrivée les yeux gonflés et un cahier à la main. À l'intérieur, il y avait des coupures de mes interviews, de mes textes, des reportages. Elle gardait tout. Je voulais te le dire avant, mais j'avais honte. De quoi? Ai-je demandé. D'avoir échoué avec toi et d'avoir laissé le silence te dévorer. Elle ne s'est pas justifiée, elle ne s'est pas posée en victime. Elle m'a simplement demandé pardon. Et ce jour-là, j'ai compris que pardonner n'était pas oublier. C'était choisir de ne pas porter seul le poids d'une erreur qui n'était pas la mienne. Nous avons recommencé à nous parler, progressivement, avec précaution. Elle a commencé à participer à certaines activités du collectif. Elle aidait pour les collations, pour le nettoyage. Et un jour, devant un groupe de mères, elle a dit « Si j'avais écouté ma fille quand elle a essayé de parler, peut-être serais-je à ses côtés depuis le début. Mais j'ai choisi de me taire, et cela a failli tuer mon enfant. Personne n'a applaudi, mais toutes ont pleuré, moi aussi. Parce que là, même tardivement, elle me voyait. Et cela, c'est aussi une réparation. Car la réparation ne vient pas seulement de la justice formelle, des condamnations ou des sentences. Parfois, elle vient d'un geste simple, d'une écoute qui arrive en retard, mais qui est sincère, d'un pardonne-moi qui n'efface pas le passé, mais offre un nouveau point de départ. Ma mère n'a plus jamais tenté de justifier l'inexplicable. Au lieu de cela, elle a commencé à marcher à mes côtés, comme quelqu'un qui sait qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais qu'on peut choisir de marcher différemment à partir de maintenant. Et cela, pour moi, c'était déjà plus que je n'avais jamais imaginé. À cette même période, le collectif Graines de Voix a tellement grandi que nous avons commencé à recevoir le soutien d'ONG internationales. Des dons sont arrivés, des équipements, des invitations à des partenariats dans d'autres villes. C'était beau à voir. La douleur qui m'avait réduite au silence pendant tant d'années donnait maintenant naissance à un réseau d'accueil qui touchait des personnes que je n'imaginais même pas atteindre.
Nous avons reçu une lettre d'une jeune femme de la campagne alsacienne. Elle disait « Je n'ai jamais été touchée par personne, mais mon frère l'a été, et il n'a jamais pu le dire à personne. Quand j'ai lu votre histoire, j'ai compris ce qu'il ressentait. Je la lui ai montrée, il a pleuré. Et pour la première fois, il m'a dit le nom de son agresseur. » Cette lettre m'a montré que, même quand la douleur n'est pas la nôtre, elle nous traverse, et qu'une écoute véritable peut sauver des vies que nous ne savons même pas être en train d'appeler à l'aide. C'est pourquoi nous avons décidé d'élargir le projet pour inclure également les familles des victimes, mères, frères, grands-parents, tantes, des personnes qui ne savaient pas comment agir, comment parler, comment gérer le traumatisme de leurs proches. Nous avons créé des groupes d'orientation, des retraites silencieuses, des ateliers avec des psychologues et des thérapeutes. Et nous avons vu des gens se transformer. Des personnes qui disaient autrefois « c'est dans ta tête », disaient « maintenant, je suis là, dis-moi ce qui te fait mal ». Dans l'un de ces ateliers, j'ai rencontré Monsieur André, un homme de près de 70 ans, aux mains calleuses à force de travailler. Il m'a dit « Ma petite fille a essayé de se suicider à 12 ans. Nous pensions que c'était pour attirer l'attention. Puis elle a raconté. Son oncle abusait d'elle depuis ses 8 ans. Et moi, je n'ai rien vu. Comment vit-on après ça? Je n'avais pas de réponse toute faite, mais je lui ai dit « On ne vit plus pareil, mais on apprend à vivre autrement, un jour à la fois. Et on ne répare pas tout, mais on peut empêcher que ça continue. » Il a pleuré. Ensuite, il est venu chaque semaine. Il aidait pour le café, installait les chaises. Et lors d'une des rencontres, il a lu un poème qu'il avait écrit pour sa petite fille. Il s'intitulait « Mes yeux endormis ». C'était déchirant. À ce moment-là, j'ai compris que les hommes aussi ont besoin d'apprendre à écouter et plus encore, à admettre. Parce que l'abus n'est pas une question de sexe, c'est une question de pouvoir. Et là où il y a du pouvoir, il y a du silence imposé. Et le silence tue. Nous avons alors commencé un nouveau volet dans le projet, des cercles d'écoute masculins. Nous avons invité des pères, des fils, des maris, des gens ordinaires, des gens qui n'avaient jamais appris à parler d'affection. Certains sont venus par curiosité, d'autres par peur. Mais beaucoup sont venus par douleur. Et c'est là que j'ai entendu des histoires que je n'aurais jamais imaginées. Un jeune homme de 25 ans qui n'avait jamais pu dire à son père qu'il avait été abusé dans son enfance. Un homme de 50 ans qui comprenait seulement maintenant que ce qu'on lui avait fait à 13 ans n'était pas un jeu entre cousins, mais un crime. Un père désespéré, essayant de comprendre comment aider sa fille qui avait cessé de parler après une visite chez sa marraine. Là, tous pleuraient et tous apprenaient. J'assistais à chaque cercle le cœur serré, mais aussi avec espoir, parce que si le silence est ce qui nourrit l'abus, l'écoute est ce qui l'affaiblit. Et c'est avec cette conviction que j'ai accepté une nouvelle invitation, écrire un livre. Cette fois, ce ne seraient pas seulement mes textes, ce seraient les histoires d'autres filles, femmes, mères, pères, frères, des personnes qui ont eu le courage de raconter. J'ai intitulé le livre « Qui m'a écouté m'a sauvé ». J'ai tout organisé avec soin. Nous avons édité les textes ensemble, changé les noms quand c'était nécessaire, gardé les vérités quand c'était indispensable. Et nous l'avons lancé un soir pluvieux dans un théâtre comble. Sur la scène, un écran projetait les phrases les plus marquantes des récits. Il disait que c'était de l'affection. Ma mère ne m'a regardé que quand j'ai arrêté de manger. J'ai appris à parler après mes 15 ans. On m'a traité d'ingrate parce que j'ai parlé. Mon corps n'a pas oublié, mais mon cœur a réappris. Nous avons reçu une standing ovation. Après l'événement, une jeune fille timide est venue me voir. Elle devait avoir environ 14 ans. Elle était avec sa mère. Elle m'a serré dans ses bras et a murmuré
J'ai parlé à ma mère grâce à vous. Et elle m'a cru. J'ai regardé sa mère. Elle pleurait. J'ai enlacé les deux. Parce que là, le cycle était rompu. Cette même semaine, j'ai reçu un appel inattendu. C'était l'avocate de l'aide juridictionnelle qui avait suivi mon dossier des années auparavant. Elle m'a expliqué que, grâce à notre collectif et aux actions que nous avions inspirées, la ville créait un protocole officiel d'accueil pour les victimes de violences sexuelles. Et il voulait que je participe à son élaboration. J'y suis allée, j'ai participé à chaque réunion, j'ai débattu, j'ai réécrit des passages, et le jour où nous avons signé le document final, en présence des autorités, elle a dit « Aujourd'hui, la ville reconnaît une femme qu'on a autrefois traitée de menteuse, et apprend d'elle. » J'ai pleuré, pas de tristesse, mais de soulagement, parce que là, dans ce document, il y avait quelque chose que personne ne pouvait plus nier. Ma voix avait changé des choses, et peut-être en sauverait-elle tant d'autres. Je pense beaucoup à cela aujourd'hui, à la portée qu'une voix peut avoir quand elle décide de ne plus se taire. Parce que pendant longtemps, on m'a dit que ce que j'avais vécu devait être enterré, caché, oublié. Mais quand une histoire réduite au silence trouve une véritable écoute, elle fleurit, même si elle a été arrosée par la douleur. Après ce protocole approuvé, le siège de notre collectif a commencé à recevoir des visites d'autres villes. Des responsables publics, des éducatrices, des psychologues sont venus. Elles voulaient comprendre comment nous parvenions à faire tant avec si peu. Je disais, ce n'est pas la structure, c'est l'écoute. Ce n'est pas le budget, c'est la vérité. Lors d'une de ces réunions, une coordinatrice des politiques pour les femmes m'a dit « Ce que vous avez créé ici n'est pas un projet, c'est un refuge. » Et j'ai souri. Parce que c'était exactement ça. Un lieu où la douleur avait un nom, mais plus le commandement. Où les blessures pouvaient être soignées à haute voix. Où chaque fille qui franchissait la porte entendait d'emblée « Ici, personne ne doutera de toi. » Pendant cette période, j'ai également commencé à former de nouvelles médiatrices. Des femmes qui étaient déjà passées par nos cercles, qui avaient écrit leurs propres histoires, qui avaient surmonté leurs propres abîmes. Maintenant, elles voulaient aider les autres. C'était beau à voir. Et je les regardais avec une fierté qui ne tenait pas dans ma poitrine. Parce que les voilà, entières, là où auparavant, il n'y avait que des éclats. L'une de ces femmes était Julie. Elle avait 28 ans. Victime d'abus intrafamilial depuis l'âge de 7 ans. Elle avait mis du temps à en parler. Elle était passée par des hospitalisations, des tentatives de suicide, le rejet de sa propre mère. Mais un jour, elle est arrivée à notre cercle avec un texte plié dans sa poche. Elle l'a lu d'une voix tremblante. Et après l'avoir lu, elle a dit « C'est ici que je suis née à nouveau. » Aujourd'hui, Julie coordonne notre service d'intervention d'urgence. C'est elle qui va dans les écoles, les hôpitaux, les foyers. C'est elle qui tient la main des filles le jour de la plainte. C'est elle qui s'assied à côté, en silence, jusqu'à ce que le premier mot sorte. Et après qu'il soit sorti, elle ne laisse plus jamais cette fille seule. Un jour, elle m'a dit « Notre douleur crée des racines, mais avec de l'amour, on peut en faire des fleurs. » J'ai écrit cette phrase sur l'un des murs du siège, juste à l'entrée, pour que tout le monde la voie. À cette époque, nous avons été invités à participer à une conférence internationale sur la justice réparatrice. C'était à Genève. J'y suis allée avec Julie, Sophie et 2 autres filles du collectif. Nous avons présenté notre travail, montré des données, des récits, des résultats. Mais ce qui a le plus touché tout le monde, c'est quand nous nous sommes assises sur scène et que nous avons dit, une par une, le nom de nos histoires, pas les noms des agresseurs, mais des cicatrices. Mon nom est peur, mon nom est silence, mon nom est honte, mon nom est mensonge. Et après un moment, d'une voix ferme, aujourd'hui, mon nom est courage. Aujourd'hui, mon nom est voix. Aujourd'hui, mon nom est écoute. Aujourd'hui, mon nom est réparation. La salle entière a pleuré, nous a applaudi debout. Certaines sont venues nous embrasser,
une femme d'Espagne m'a dit « Votre histoire m'a donné la permission de raconter à nouveau la mienne. » De retour en France, j'ai commencé à réfléchir à comment garantir que cette écoute continuerait après que nous ne soyons plus là. Parce qu'un jour, les fondatrices prendront leur retraite. Un jour, nos mains trembleront, nos pas se fatigueront. Mais ce que nous avons construit ne peut pas s'arrêter. Nous avons alors créé l'héritage de la voix. Un programme de formation continue avec une méthodologie, des manuels, des vidéos, une écoute supervisée, tout enregistré, tout conçu pour que n'importe qui, n'importe où, avec la volonté d'aider, puisse ouvrir un point d'écoute dans sa communauté, sans avoir besoin de grandes structures, juste de vérité et d'accueil. La première promotion de l'héritage était composée de femmes de tous âges. La plus jeune avait 19 ans, la plus âgée 65 ans, chacune avec son histoire, chacune avec sa force. Le dernier jour de formation, elles ont planté un arbre dans le jardin du siège, un cerisier. Et sur la plaque à côté, elles ont écrit « Ici où on nous a réduites au silence, fleurit maintenant la voix ». J'ai pleuré ce jour-là. Non pas de tristesse, mais parce que là, debout, regardant ces femmes fermes, entières, j'ai su que la petite fille, qui s'était un jour endormie en serrant sa peur, rêvait maintenant d'avenir. À cette même période, j'ai reçu une lettre qui m'a bouleversée. Elle venait d'une des femmes de la famille qui m'avait un jour traitée de menteuse. L'épouse d'un des agresseurs. Celle qui m'avait regardée avec dégoût, qui avait dit que je voulais seulement détruire la paix des autres. La lettre disait « Il m'a fallu des années pour comprendre que le silence que j'ai défendu était plus cruel que n'importe quel cri que vous avez poussé. Pardonnez-moi. Je ne veux pas votre amitié. Je veux seulement que vous sachiez qu'aujourd'hui, je regrette. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai lu et gardé. Parce que parfois, le pardon n'est pas question de revenir en arrière, c'est de reconnaître qu'on a blessé. Et cela, c'est déjà beaucoup. Quelque temps après, j'ai été invitée à participer à une interview en direct dans une émission nationale. Je savais que j'allais exposer encore plus mon histoire. Mais j'ai accepté, parce que plus de gens m'entendent, plus de filles peuvent se reconnaître, et peut-être se sauver. À la fin de l'interview, la présentatrice m'a demandé « Si vous pouviez revenir dans le temps, que diriez-vous à cette petite fille de 11 ans ?» J'ai respiré profondément, retenu mes larmes, et dit « Je lui dirais de tenir bon, que personne n'effacera ce qu'elle a vécu, mais qu'un jour, on écoutera chaque mot qu'elle n'a jamais pu dire. » Et c'était ça. Quand j'ai quitté le studio, j'ai reçu des centaines de messages. Mais l'un d'eux est resté avec moi. D'une jeune femme de Marseille, « Vous m'avez sauvée aujourd'hui. Je pensais abandonner. Mais maintenant, je veux raconter. Je veux vivre. » Et c'est à ce moment que j'ai compris, plus clairement que jamais, que mon histoire, si pleine de douleur, d'injustice, d'abandon, est aussi une histoire de reconstruction, parce qu'aujourd'hui, je suis faite de mots, d'écoute, de filles qui crient, de femmes qui reconstruisent, de mères qui réapprennent, d'une voix qui, même déchirée, ne sera plus jamais réduite au silence. Cette phrase ne m'a plus quittée depuis que je l'ai prononcée pour la première fois. C'était comme un hymne, comme une promesse que je me faisais chaque matin. Parce que, après tout ce que j'ai vécu, j'ai appris qu'il existe un type de courage qui ne naît qu'après la douleur. Et c'est ce courage que je porte encore dans ma poitrine aujourd'hui. Ce n'était pas facile de tenir cette promesse. Il y a eu des jours où j'ai voulu me taire à nouveau, des nuits où les souvenirs ont envahi mon sommeil et m'ont fait douter si j'avais vraiment quitté l'endroit où tout avait commencé. Mais même dans les jours difficiles, même quand je tremblais intérieurement, je me répétais « Tu as survécu au silence. Tu mérites d'être entendu. » C'est à cette époque que j'ai commencé à écrire mon deuxième livre. Le premier était un recueil d'histoires d'autres femmes, avec des morceaux de la mienne. Mais ce second était uniquement le mien. J'ai écrit comme on nettoie soigneusement une blessure. Chaque chapitre représentait une période de ma vie.
de l'enfance à nos jours, de l'abus à la plainte, du silence au cri, de la douleur à l'écoute. Je l'ai intitulé le 5e nom, parce qu'ils étaient 5, les hommes qui m'ont blessé, et 5, les noms qu'on m'a donnés, ingrate, menteuse, difficile, perdue, et enfin, véridique. Le lancement a eu lieu dans un petit espace, mais rempli d'amour. Beaucoup des filles qui étaient passées par le collectif étaient là des là, certaines avec des enfants dans les bras, d'autres les yeux embués. À la fin de l'événement, l'une d'elles s'est approchée. C'était Léa. Elle nous avait contactés par Internet, venant d'un petit village du Sud. Elle a dit qu'elle n'avait jamais parlé de ce qu'elle avait vécu, qu'elle gardait tout pour elle. Mais après avoir lu mon livre, elle avait décidé d'acheter un billet et de venir me rencontrer en personne. Elle m'a enlacée et a murmuré « Pour la première fois, je ne me sens pas sale. Pour la première fois, je me sens quelqu'un. » Et je l'ai serrée fort, parce que c'était pour cela que je faisais tout ça, pour qu'aucune fille, nulle part dans ce monde, n'ait à porter seule la culpabilité d'un crime qu'elle n'a pas commis. Le livre a eu un retentissement inattendu. Il est arrivé dans les écoles, les universités, les groupes d'études. J'ai été appelée à enseigner dans un cours de master sur l'écoute et la réparation. Moi, qui un jour ne savais même pas écrire mon propre nom sans trembler. Aujourd'hui, j'apprends aux autres à écouter avec le cœur. Et c'est là, dans l'une de ces classes, que j'ai rencontré Thomas. Un jeune homme, professeur de littérature, qui suivait le collectif à distance. Il est venu me voir après le cours, les yeux humides. Il a dit « Ma sœur a vécu cela. Et nous ne l'avons découvert qu'après qu'elle ait tenté de mettre fin à ses jours. Si nous avions lu ce que vous écrivez avant, peut-être aurions-nous écouté les signes. » J'ai pris sa main et j'ai dit « Il n'est jamais trop tard pour écouter. Même si nous ne comprenons pas tout, écouter c'est déjà aimer. » Après cela, il est devenu bénévole. Il a créé un club de lecture pour les jeunes des quartiers défavorisés. Chaque semaine, il lisait un extrait de mon livre et ouvrait un espace de conversation. Un jour, il m'a envoyé un message. Aujourd'hui, une fille de 12 ans m'a dit que sa grand-mère avait aussi été traitée de menteuse et que maintenant, elle veut lui parler. C'est ainsi que la guérison progresse, de bouche à oreille, d'écoute en écoute, comme une chaîne qui, peu à peu, défait les nœuds de tant de générations réduites au silence. Mais tout n'était pas rose. Plus le projet gagnait en visibilité, plus les regards se tournaient contre lui. Des messages ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, disant que j'encourageais la haine contre les familles, que j'inventais des récits, que je voulais attirer l'attention. J'ai reçu des menaces anonymes. On disait savoir où j'habitais, où je travaillais, où le collectif fonctionnait. J'ai fait une pause. J'ai réfléchi. J'ai pleuré. Mais j'ai continué. Parce que j'ai appris que quand notre voix dérange tant, c'est qu'elle touche à des blessures que beaucoup préféreraient cacher. Et même avec peur, je ne pouvais pas m'arrêter. C'est alors que nous avons créé le mur du cri. Un mur au siège où chaque femme, quand elle se sentait en sécurité, écrivait une phrase. Sans nom, sans date. Juste la phrase qu'elle aurait aimé dire le jour où tout a commencé. Les premières étaient douloureuses. Je suis une enfant, pas un jouet. Écoute-moi, maman. Je voulais juste dormir en paix. Pourquoi personne ne m'a protégée? Mais avec le temps, d'autres sont venus. Aujourd'hui, je suis maîtresse de mon corps. Je ne suis pas ce qu'ils m'ont fait. Ma voix m'a rendue à moi-même. J'ai survécu et cela me suffit. Le mur est devenu un symbole. Des reportages, un documentaire, des visites d'école ont suivi. Un professeur a amené sa classe là-bas et m'a ensuite écrit. 3 de mes élèves, en voyant le mur, ont commencé à parler. Elles sont maintenant accompagnées et cela a sauvé des vies. Nous avons également reçu une lettre d'une dame de la campagne normande.
Elle avait 83 ans. Elle a raconté qu'à 9 ans, elle avait été abusée par son frère aîné. Elle n'en avait jamais parlé à personne, n'avait jamais parlé à haute voix. Mais après avoir vu un reportage sur nous, elle a écrit son histoire pour la première fois. Elle a dit « Je pensais mourir en silence. Mais maintenant je sais que, même âgée, je peux encore être entendue. » J'ai lu cette lettre les mains tremblantes. Je l'ai gardée précieusement et j'ai répondu. Elle m'a écrit « Je me suis sentie vivante à nouveau. Ces moments me montraient que le temps n'efface pas la douleur, mais il n'efface pas non plus la force de celles qui choisissent de parler. Cette année-là, nous avons été honorés à la mairie. J'ai reçu une médaille. Je suis montée sur scène avec les filles du collectif. Une par une, j'ai dit leurs noms, leurs rêves, leurs douleurs. Et à la fin, j'ai dit « Cette médaille n'est pas la mienne. Elle appartient à chacune qui un jour a entendu « Je te crois ». Dans le public, ma mère était là. Elle pleurait doucement. Et pour la première fois, elle m'applaudissait debout. C'était comme si, par ce geste silencieux, elle disait tout ce qu'elle avait mis tant de temps à comprendre. Il n'y avait pas de mots, mais il y avait de la vérité. Et, aussi contradictoire que cela puisse paraître, cet applaudissement solitaire fut l'une des plus grandes réparations que j'ai reçues, parce qu'il n'était pas forcé, pas public. Il était intime, sincère. Et pour la première fois, il ne faisait pas mal. Après la cérémonie, nous nous sommes assises sur un banc dans le square en face de la mairie. Le vent soufflait faiblement. Les feuilles sèches dansaient sur le sol. Et sans me regarder directement, elle a dit « Je n'ai jamais su quoi faire, et la honte a été plus forte que l'amour. Mais aujourd'hui, je veux t'écouter. » C'était la première fois qu'elle utilisait le mot « écouter ». Pas croire, pas défendre, mais simplement écouter. Parce que celui qui écoute vraiment ne veut pas contrôler ni réparer, il veut juste comprendre. Nous avons parlé là pendant des heures, sans précipitation, sans reproche. Juste deux femmes essayant de reconstruire quelque chose à partir de ce qui restait. Et ce jour-là, je suis rentrée chez moi plus légère. Parce que comprendre que tout le monde ne changera pas à notre rythme, mais que certains changent, c'est déjà un soulagement. Les mois suivants ont été intenses. J'ai été invitée à participer à l'élaboration d'un projet de loi proposant la création de centres d'écoute spécialisés dans les quartiers défavorisés. L'idée était simple, décentraliser l'accueil, apporter du soin là où il n'arrive presque jamais, et pour cela, ils ont utilisé notre collectif comme modèle. Je suis allée à Paris, j'ai parlé avec des parlementaires, j'ai montré des données, des récits, des photos, et surtout, des témoignages. J'ai apporté avec moi une boîte de lettres écrite par les filles qui étaient liées passées par notre siège. Chacune racontait un morceau de sa douleur, et chacune demandait en toutes lettres « Écoutez-nous ». À la fin de la présentation, une députée émue m'a dit « Vous n'êtes pas venu ici pour demander une faveur. Vous êtes venu pour rappeler à ce pays qu'écouter, c'est aussi prendre soin. » La proposition a été approuvée en commission. Et même si cela prendrait encore du temps pour devenir une loi, je savais que le premier pas avait été fait. Et plus important encore, notre histoire était enfin prise au sérieux. Je suis revenue de la capitale avec un sentiment différent, pas celui d'une mission accomplie, car je sais que le chemin est encore long, mais celui d'une mission reconnue. Et cela fortifie l'âme. Au siège du collectif, nous avons organisé une réunion pour tout raconter aux filles. Elles étaient toutes là. Julie, Sophie, Céline, Léa et tant d'autres qui étaient arrivées après. Certaines amenaient leurs propres filles par la main. Et en regardant cette salle pleine, j'ai pensé, nous ne sommes pas devenus un lieu, nous sommes devenus un héritage. Ce même jour, une nouvelle fille a demandé à parler. Timide, cheveux attachés, regard baissé. Elle a dit qu'elle n'avait pas encore le courage de raconter son histoire, mais qu'elle écrivait déjà, et que si tout allait bien, elle voulait publier un livre un jour. Je me suis approchée, j'ai pris sa main, et j'ai dit « Tu n'as pas besoin de te précipiter, ta voix a son propre temps, et quand l'heure viendra, elle trouvera son chemin. » Et à ce moment-là, je me suis souvenue de la fille que j'étais.
silencieuse, discréditée, recroquevillée dans un coin de la pièce, ayant peur d'exister. Et j'ai compris que cette fille, peu à peu, était embrassée dans chaque nouvelle histoire qui naissait là. C'est dans cet esprit qu'est née une nouvelle idée, créer un podcast. J'ai résisté au début. Je n'ai pas la voix pour ça, disais-je. Mais Julie a insisté. Elle a dit que nos histoires devaient aussi être racontées par nous, avec notre accent, avec notre vérité. Et ainsi est née la voix que personne ne fait taire. Dans le premier épisode, j'ai raconté mon histoire, avec tous les détails. La douleur, l'abandon, la fuite, la plainte, la reconstruction. Et à la fin, j'ai laissé une question à l'auditeur. Qui as-tu fait taire quand elle a essayé de parler? L'impact a été immense. Nous avons reçu des messages de toutes les régions, des professeurs utilisant l'épisode en classe, des femmes disant qu'elles se sentaient enfin écoutées, et même quelques hommes écrivant « J'ai été celui qui a fait taire, mais aujourd'hui, je veux apprendre à écouter ». La deuxième saison du podcast a apporté d'autres voix, des filles, des mères, des personnes âgées, des professionnels de la santé, des avocates, des femmes immigrées, noires, trans, parce que la violence n'a pas un visage unique, et l'écoute non plus. Lors d'un des enregistrements, j'ai rencontré une dame appelée Madame Jeanne. Son épisode s'intitulait « La douleur de 1958 ». Elle a raconté qu'elle avait été abusée par un voisin quand elle avait 12 ans. Elle avait essayé de le dire à sa mère qui avait répondu « Ça arrive à toutes, avale et continue ». Et elle a avalé pendant plus de 60 ans. Pendant l'enregistrement, elle a dit « Aujourd'hui, je m'écoute pour la première fois. Et c'est comme si j'avais à nouveau 12 ans, mais avec du courage. » Après l'épisode, nous avons reçu des dizaines de lettres de femmes de plus de 60 ans, toutes racontant des histoires anciennes, gardées comme un péché, mais qui maintenant, avec le temps et l'écoute, trouvaient pardon et libération. Nous avons alors lancé un nouveau volet du collectif, le groupe des voix anciennes, un cercle dédié uniquement aux femmes âgées qui n'avaient jamais pu raconter ce qu'elles avaient vécu. Et dans ce groupe, j'ai appris plus que dans n'importe quel cours, conférence ou livre. L'une d'elles a dit « Nous avons été les premières à nous taire, mais nous pouvons aussi être les premières à libérer. » Et c'est là, en écoutant ces dames, que j'ai réalisé que mon combat n'a jamais concerné seulement ma génération. Il concerne toutes les générations. Et chaque fois que je regarde en arrière, vers tout ce que j'ai affronté, je me souviens de cette phrase qui m'a sauvée tant de fois. Tu es plus que ce qu'on t'a fait. Parce qu'aujourd'hui, la fille qu'on a traitée de menteuse est une référence de vérité. Mais ne pensez pas que cette vérité est née du jour au lendemain. Il a fallu du temps, de la douleur, de la guérison, des trébuchements. Et surtout, il a fallu des gens qui m'ont écouté quand personne d'autre ne voulait entendre. Des gens qui ont tenu ma main quand je ne savais même plus si elle existait. Des gens qui, par un geste, une étreinte, une écoute, m'ont réappris ce que c'est d'être vu. Et j'ai voulu multiplier cela. À cette étape, avec le collectif consolidé, le podcast en cours et les groupes en croissance, nous avons commencé à rêver plus grand. Nous voulions créer un espace physique plus grand, un centre d'écoute, d'accueil, de formation et de mémoire. Un lieu où les histoires ne seraient pas seulement racontées, mais conservées. Un lieu où la douleur de celles qui ont vécu deviendrait une direction pour celles qui cherchent encore une issue. C'était un vieux rêve, mais maintenant, il semblait possible. Nous avons fait des campagnes, des collectes, des présentations publiques. Nous avons obtenu le soutien d'artistes, de professeurs, de voisins, d'ONG. Et puis, un jour, de nulle part, j'ai reçu un appel. C'était un entrepreneur. Un monsieur à la voix calme. Il a dit qu'il avait entendu mon témoignage à la radio et que cela l'avait fait pleurer au milieu des embouteillages. Il a dit que sa sœur avait vécu quelque chose de similaire et n'avait jamais pu en parler. Et puis il a dit « Je veux faire don d'un terrain, là où était la maison de notre famille.
Aujourd'hui, il est vide. Mais je pense que quelque chose de beau peut y naître. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Je suis allée voir l'endroit. C'était grand, entouré d'arbres, avec une pelouse un peu haute et un vent qui soufflait légèrement. Et là, j'ai fermé les yeux et tout imaginé. Les salles, les couloirs, les cercles de conversation, les lettres sur les murs, les sourires timides, les pleurs libérateurs. Nous avons décidé de l'appeler « Maison de l'écoute ». Et une fois de plus, les filles du collectif ont tout fait avec amour. Chaque mur peint à la main. Chaque espace avec une odeur de soin. Il y avait une salle uniquement avec des livres écrits par des survivantes. Une autre avec des hamacs pour se reposer. Une pour les consultations psychologiques, une pour la médiation familiale, une de silence, où personne ne parle, on respire seulement. Et à l'entrée, une plaque. Ici, toute vérité est bienvenue. Le jour de l'inauguration, je tremblais. Assise sur un banc, je regardais chaque visage entrer. J'ai vu des enfants, des mères, des grands-mères, des bénévoles, des autorités. J'ai vu Madame Thérèse. Oui, elle. Cette dame qui m'avait donné refuge quand j'avais fui de chez moi. Aujourd'hui, avec les cheveux encore plus blancs, mais avec le même sourire, elle m'a serré dans ses bras et a dit « Tu vois, tout ce dont tu as eu besoin, maintenant d'autres l'auront, et nous avons pleuré ensemble. » La première activité de la Maison de l'écoute a été un cercle intergénérationnel. Des femmes d'âges différents partageant leurs histoires. Je me suis assise au milieu comme participante. Et là, j'ai écouté une fille de 12 ans dire « Je pensais que mon secret mourrait avec moi, mais maintenant je sais qu'il mourra quand je le raconterai. » Et elle l'a raconté, devant toutes, avec courage, avec voix, avec vérité. Après elle, une dame de 74 ans, qui n'avait jamais parlé à personne, a ouvert la bouche pour la première fois et a dit « Je suis restée silencieuse pendant plus de 60 ans, mais aujourd'hui, je ne veux plus. » Le cercle s'est terminé par des applaudissements, par des larmes, par une musique douce que quelqu'un a mise sur une vieille radio, et ce soir-là, en fermant la porte de la Maison de l'écoute, j'ai levé les yeux et j'ai remercié, pas seulement pour moi, mais pour chaque fille qui n'aurait pas à traverser seule ce que j'ai traversé. Nous avons commencé à recevoir des invitations pour étendre le projet. D'autres villes voulaient créer leur propre maison. Nous avons partagé le modèle offert de la formation. En peu de temps, de nouveaux centres sont nés. Maison de l'écoute Marseille, Maison de l'écoute Lyon, Maison de l'écoute Bordeaux. Et avec chaque nouvelle maison, une nouvelle chance pour que la vérité soit entendue. Nous avons lancé une collection de livres avec des récits réels. Chacun avec un thème. Enfance, adolescence, maternité, troisième âge. Tous écrits par des femmes qui étaient à passer et pressées par les cercles. J'ai appelé la collection « Voix réunies ». Dans la préface du premier volume, j'ai écrit « Personne ne naît menteuse, mais beaucoup sont enseignés à douter de leur propre vérité. Ici, chaque ligne est un nouveau départ. » L'impact a été énorme. La collection est devenue une référence dans les cours de travail social, de psychologie, d'éducation. Dans de nombreux endroits, elle a commencé à être utilisée comme base pour des politiques publiques. Et cela m'émouvait. Mais pourtant, parfois, la douleur revenait. Je ne le cache pas. Il y a des jours où je me réveille avec l'odeur de cette maison où tout s'est passé. Il y a des nuits où le silence crie plus fort. Il y a des moments où la mémoire semble me tirer en arrière. Mais dans ces moments, je regarde tout ce que nous avons construit et je me rappelle, le passé ne me commande plus. Et plus que cela, je ne suis pas la douleur que j'ai vécue. Je suis la femme qui y a survécu. Un jour, dans une école, un enfant m'a demandé « Madame, pourquoi faites-vous cela ?» Et j'ai répondu « Parce que personne ne m'a protégée. Mais je peux en protéger d'autres maintenant, et c'est ce qui me pousse. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois un chemin plein de cicatrices, mais aussi plein de fleurs
qui ont poussé là où personne ne pensait que c'était possible. Chaque cercle, chaque lettre, chaque témoignage, chaque maison inaugurée est une fleur. Et je sais, la fille qui un jour avait peur de tout est aujourd'hui un refuge. Et je ne dis pas cela comme une belle façon de terminer une histoire. Je le dis comme quelqu'un qui, chaque jour, accueille dans ses bras des filles qui arrivent les yeux écarquillés, les épaules courbées et l'âme criant à l'aide. Je sais ce que c'est de se sentir seul dans un monde qui fait semblant de ne pas voir. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je choisis d'être un refuge. La maison de l'écoute est devenue un phare, pas seulement pour celles qui cherchent de l'aide, mais aussi pour celles qui veulent en offrir. Des bénévoles arrivent avec le cœur disposé. Des psychologues, des éducatrices, des soignantes, des artistes. Chacune avec son histoire. Certaines sont venues parce qu'elles ont lu un de mes textes, d'autres parce qu'elles ont écouté le podcast. Certaines parce qu'elles ont vu le nom de quelqu'un qu'elles connaissaient sur le mur. Ici, personne ne demande « Que t'est-il arrivé ?» La question est autre. De quoi as-tu besoin maintenant? Et cela fait toute la différence. Un jour, j'ai reçu une visite inattendue. Une jeune femme avec un bébé dans les bras. Elle m'a regardé, les yeux humides, et m'a dit « Je suis la fille du fils aîné de ton beau-père, celui que tu as dénoncé, celui dont tout le monde disait qu'il était le meilleur de la famille. » Mon cœur s'est arrêté un instant. Elle a continué. « J'ai grandi en entendant que tu avais détruit notre maison, mais après être devenue mère, j'ai commencé à questionner, à chercher, et j'ai trouvé ton histoire. J'ai tout lu, regardé, écouté, et aujourd'hui, je suis venue ici pour te dire « Pardonne-moi pour tout ce que notre famille t'a fait, et merci de ne pas t'être tue. » Je l'ai serrée dans mes bras, pas pour elle, mais pour moi, parce que ce geste était le symbole le plus clair que le cycle pouvait, oui, être brisé. Dans les mois qui ont suivi, nous avons commencé un nouveau projet au sein de la Maison de l'Écoute, Héritage qui libère. Un espace où les descendants d'agresseurs pouvaient chercher compréhension, guérison et reconnexion avec la vérité. Parce que le silence détruit aussi ceux qui n'ont pas commis le crime, mais qui en ont hérité la honte. Là, j'ai découvert des histoires d'enfants qui ont défendu leur père par peur, de petites filles qui ont fait taire leur grand-mère parce que leur mère n'a jamais voulu entendre, de femmes qui n'ont compris qu'elles étaient aussi des victimes qu'en écoutant l'histoire d'une autre. C'est avec ce projet que nous avons écrit un nouveau livre. Il s'appelle « Enfants du silence ». Et dedans, chaque chapitre est une tentative de dire « Tu n'as pas besoin de répéter l'histoire qu'on t'a donnée, tu peux écrire la tienne ». Avec le succès du projet, nous avons été invités à un salon international du livre. Pour la première fois, j'ai voyagé hors du pays avec mon nom imprimé sur une couverture. J'ai vu mon livre traduit, j'ai vu des personnes de cultures différentes s'émouvoir de récits si personnels. Et j'ai réalisé que la douleur a son propre langage. Mais la guérison aussi. Après le salon, en rentrant chez moi, je me suis assise à la fenêtre de l'avion et j'ai pleuré doucement. Non de tristesse, mais de soulagement. Parce que là, au-dessus des nuages, j'ai compris à quel point ma vie avait changé et combien d'autres vies avaient été touchées simplement parce que j'avais décidé de raconter. À la maison, j'ai préparé un thé, je me suis assise dans le jardin et j'ai relu la lettre que j'avais écrite des années auparavant à la petite fille que j'étais. J'y disais « Un jour, tu seras écoutée. Un jour, on écrira ton nom sans peur. Un jour, on t'applaudira quand tu auras fini de parler. Et ce jour-là, tu sauras que tu as survécu pour une raison. » J'ai fermé les yeux et j'ai remercié. Cette même semaine, la mairie m'a convoqué à une réunion. Ils voulaient créer un centre de politique publique inspiré par notre collectif. Et ils voulaient que je coordonne sa mise en place. J'ai accepté. Mais à une condition, que chaque décision soit prise en écoutant des survivantes. Parce que personne ne comprend mieux la douleur
que quelqu'un qui a déjà dû demander de l'aide avec ses yeux. Nous avons formé une belle équipe, plurielle, forte, et de là est né le Centre municipal d'écoute et de réparation Voix de vérité. Un nom choisi par vote parmi les femmes du collectif. À l'inauguration, ma mère était là, assise au premier rang. Quand on m'a appelée sur scène, elle s'est levée et a dit « Cette femme a sauvé plus de vies que n'importe quel médecin, parce qu'elle nous a appris à écouter avec le cœur. » J'ai pleuré, encore, parce que chaque fois qu'elle parlait avec vérité, c'était comme si une ancienne blessure se refermait un peu plus. La Maison de l'écoute a commencé à recevoir des groupes d'autres pays, des gens voulant comprendre comment nous avions réussi à faire tant avec si peu. Et la réponse était toujours la même, l'écoute. Parce que quand vous écoutez avec présence, avec respect, avec soin, vous commencez à guérir le monde. À cette période, nous avons mené une action spéciale, appelée NOM. C'était simple, chaque femme choisissait un nom pour sa douleur, et ensuite un nom pour sa force. Et les noms étaient brodés sur des banderoles qui couvraient les murs de la maison. Quelques exemples. Mon nom de douleur était honte. Mon nom de force est courage. Mon nom de douleur était silence. Mon nom de force est parole. Mon nom de douleur était peur. Mon nom de force est écoute. Cela est devenu un autel. Tous ceux qui entraient pleuraient parce qu'ils s'y reconnaissaient. Et ainsi nous avons continué. Un pas à la fois, une histoire par jour, une étreinte pour chaque larme. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une chose que je sais, c'est que le contraire de la violence n'est pas la paix. C'est le soin, c'est le regard attentif, c'est le toucher respectueux, c'est l'écoute qui ne juge pas. Et si on me demande qui je suis, je réponds calmement. Je suis ce qui a survécu à la douleur et ce qui a fleuri d'elle aussi. Et cela, aujourd'hui, est tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai mis des années à arriver jusqu'ici. J'ai marché parmi les décombres, j'ai trébuché sur mes propres traumatismes, j'ai avalé des paroles amères. Mais j'ai avancé, un pas à la fois, parfois dans l'obscurité, parfois avec peur, souvent seul. Mais j'ai avancé, parce qu'en moi, même quand tout semblait fini, il y avait encore une flamme, petite, presque éteinte, mais vivante. Et c'est elle qui m'a guidée. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois pas seulement la petite fille que j'étais. Je vois toutes les autres qui ont traversé mon histoire, celles qui m'ont tendu la main, celles qui m'ont inspiré à continuer, celles qui sont venues à moi portant le même silence, et aussi celles qui n'ont jamais pu raconter. Elles vivent en moi. Et pour elles, je continue. Après la création du Centre municipal d'écoute et de réparation Voix de vérité, le projet a pris des proportions encore plus grandes. Nous avons reçu le soutien d'universités, de ministères, d'institutions internationales. Nous avons publié une série documentaire vidéo, produit des pièces de théâtre avec des survivantes sur scène, développé une plateforme de signalement anonyme avec un soutien psychologique immédiat. Et tout cela, toujours, basé sur la même racine, l'écoute. Ce qui nous a fait grandir n'a pas été de crier, ça a été d'écouter et de montrer que personne n'a besoin de permission pour raconter sa douleur. La Maison de l'écoute est devenue une référence mondiale. Nous avons reçu le prix international des droits humains de l'ONU. J'ai été invitée à prononcer un discours à New York. Je suis montée sur scène avec le cœur battant fort et la main tenant fermement un mouchoir brodé avec la phrase qui a changé ma vie. « Tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu es ce que tu choisis d'en faire. » Devant des centaines de personnes, j'ai raconté mon histoire, de la petite fille abusée, de l'adolescente discréditée, de la femme émotionnellement inconsciente, et puis de celle reconstruite, de celle qui a décidé de vivre et de faire vivre. À la fin, toute l'assemblée s'est levée, et j'ai pleuré, pas pour le prix, mais parce que j'ai senti que la petite fille que j'avais portée si longtemps sur mes épaules marchait maintenant à mes côtés. De retour en France, j'ai été accueillie par un cercle de femmes.
Il y avait des gens de partout, du nord au sud. Certaines avec des fleurs à la main, d'autres avec des livres sur les genoux, et toutes disaient la même chose. Ton histoire m'a donné du courage. Ce jour-là, je me suis assise par terre, au centre du cercle, et j'ai demandé le silence. J'ai fermé les yeux, respiré profondément et dit « Merci d'avoir écouté, d'avoir cru, d'avoir tenu mon histoire avec soin, et d'être ici, maintenant, multipliant ce qu'on m'a dit un jour n'être que mensonge. » Là, le cercle a chanté une chanson créée spécialement pour moi. Simple, à la mélodie douce. Qui a dit que les fleurs ne poussaient que dans la bonne terre? Qui a dit qu'on ne récolte pas du sol qui a pleuré? Qui a dit qu'une petite fille ne peut pas être racine? Regarde-la, regarde-la. Aujourd'hui, c'est elle qui parle. J'ai pleuré, parce que c'était ça. Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Et pour cela, j'ai écrit ma dernière lettre. Pas pour moi ni pour les autres, mais pour ceux qui n'ont pas encore pu parler. Lettre ouverte à ceux qui sont encore dans le silence. Je te vois, même si tu penses que non, même si personne ne semble remarquer, même si tu as appris à sourire à l'extérieur et pleurer à l'intérieur. Je te vois, et plus que cela, je t'écoute. Peut-être n'es-tu pas encore prêt à raconter, et c'est bien. Chaque fleur a son temps, chaque voix a son rythme, mais sache, ta douleur n'est pas une invention. Ta mémoire n'est pas une exagération, ton corps a raison. Si aujourd'hui personne ne t'a cru, sache que l'erreur n'est pas la tienne. L'erreur est celle de ceux qui préfèrent protéger les agresseurs plutôt que d'accueillir les victimes. L'erreur est celle de ceux qui font semblant de ne pas voir, de ceux qui détournent le regard, de ceux qui appellent drame ce qui, en vérité, était survie. Mais tu es là, tu respires, et c'est déjà une victoire. Quand on t'en viendra, raconte, même si c'est seulement à toi-même, même si c'est en écrivant dans un cahier caché, même si c'est en chantant sous la douche, même si c'est en regardant dans le miroir et en disant « Je sais ce qu'ils m'ont fait et je n'oublierai pas ». Parce que raconter, c'est se rendre à soi-même, et tu le mérites, avec amour, de celle qu'on a traitée de menteuse, mais qui est aujourd'hui un refuge pour de nombreuses vérités. Après cette lettre, le dernier cercle auquel j'ai participé était symbolique. C'était la fin d'un cycle, le moment où je passais le relais. Il n'était plus nécessaire que je sois à toutes les réunions. Les filles étaient prêtes, le réseau était vivant. Le mouvement était déjà plus grand que moi. Je me suis assise au milieu du cercle. Les lumières étaient tamisées. Et une par une, elles m'ont remis des lettres. Certaines écrites à la main, d'autres tapées, toutes avec des mots de gratitude. Julie a lu à voix haute. Tu n'as pas été seulement une voix, tu as été un chemin, le pont entre la douleur et l'espoir. Après cela, le silence s'est fait, mais c'était un silence léger, de ceux qui savent que quelque chose a été accompli. Je suis sortie de la salle les yeux humides, mais le cœur en paix. Aujourd'hui, je continue d'écrire. Maintenant, moins sur moi, plus sur les autres, observant de loin, prenant soin du jardin de la maison de l'écoute, répondant aux lettres. Étant la grand-mère d'emprunt de tant de personnes qui m'appellent ainsi, Mamie Vérité. Et je souris. Parce que, de tous les noms qu'on m'a donnés, c'est le plus beau qu'on m'ait jamais offert. Et maintenant, je veux savoir, d'où regardes-tu cette histoire? Dis-le-moi dans les commentaires. Si cette histoire a touché ton cœur, laisse ton « j'aime », abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il est possible de recommencer. Peut-être que celle qui a le plus besoin d'écouter est juste à côté de toi.